L'hiver 1943 prit fin par une grande victoire à Stalingrad, où toute une armée allemande fut capturée. Depuis Stalingrad, le vent a tourné. L'armée rouge a désormais l'initiative. Humilié, Hitler a soif de vengeance. Il veut l'assouvir en verrouillant la base du saillant de Koursk afin d'exterminer les armées russes à l'intérieur. Il échafaude à cet effet un plan nommé Opération Citadelle. Le 15 avril 1943, Hitler appelle à une victoire. Elle sera une source lumineuse d'inspiration pour le monde, affirme-t-il. L'Allemagne nazie jure solennellement de la remporter. Les renforts, comme surgissant d'un puits sans fond, sont expédiés vers l'Est par trains entiers. La production d'armes allemandes a rebondi avec l'exploitation de l'abondante main-d'œuvre réquisitionnée dans tous les territoires occupés. Les usines d'aviation sortent, en 1943, une fois et demie plus d'avions qu'en 1942. Le double de chars quitte les chaînes de montage. Nouveau, plus rapide, plus performant, doté d'un blindage plus épais, les Panthères Mark V et les Tigres Mark IV sont les meilleurs chars fabriqués par l'Allemagne. Sur les terrains d'essai, ils paraissent invincibles. Aucun obstacle ne semble les arrêter. La Wehrmacht masse des troupes. L'opération Citadelle, conçue par Hitler, prévoit 2 attaques simultanées, l'une au nord du saillant et l'autre au sud. Les Russes, qui épient les concentrations de troupes et de matériel allemand, les évaluent à 900 000 hommes, 2700 chars, 10 000 canons, plus de 2000 avions.
Au Kremlin, le haut commandement soviétique étudie les scénarios possibles. Il a le choix entre attaquer le premier ou en laisser l'initiative aux Allemands avant de riposter. Staline décide de laisser venir les troupes d'Hitler. Les divisions soviétiques stationnées dans le saillant reçoivent l'ordre d'organiser 7 ou 8 lignes de défense emboîtées et échelonnées sur près de 200 km de profondeur. Lorsque les Allemands s'essouffleront, l'armée rouge attaquera. Staline confie le commandement des opérations aux maréchaux Zhukov et Vassilevski. En 1943, l'industrie soviétique a surmonté les difficultés et surgit dans les premières années de la guerre. Bien qu'au début, sa capacité de production ait été réduite de moitié, elle surpasse maintenant celle du Reich. Loin derrière l'Oural, des usines sidérurgiques forgent jour et nuit l'acier destiné aux chars et aux obus de l'armée rouge. Avions et chars sont produits à la chaîne. Non plus à titre défensif, mais avec l'idée bien arrêtée de poursuivre la guerre sur le sol allemand. Cette abondance de matériel permettra à l'armée rouge de s'imposer lors du plus grand combat de chars de l'histoire. L'armada réunie est considérable. Durant 3 mois, 500 000 wagons acheminent du matériel sur Koursk. Les soviétiques regroupent 12 armées dans le saillant, dont 2 blindés. 2 flottes aériennes sont mises à leur disposition. 1 300 000 hommes, près de 20 000 canons et mortiers et plus de 3 600 chars sont à pied d'œuvre. 6 autres armées, dont une blindée et une flotte aérienne, sont tenues en réserve. Le maréchal Zhukov dirige la mise en place des troupes. Le saillant, 160 km de largeur à sa base, sur 120 km de profondeur, pointe vers l'ouest. Le maréchal Rokossovski commande le front central. Le maréchal Vatutin, celui de Voronej. Le maréchal Koniev, les forces de réserve. Fin prêt, ils s'attendent à une attaque nazie entre le 3 et le 6 juillet. Le maréchal von Manstein, qui commande le groupe d'armées sud, n'est pas enthousiasmé par le plan d'Hitler. Il sait que l'adversaire dispose de forces supérieures aux siennes et que le combat risque d'être à sa défaveur. Entre-temps, Himmler inspecte 3 divisions SS, fleurons de ses unités d'élite. La Liebstandarte, la Das Reich, les Totenkopf ou têtes de mort. Purs et durs, ces SS allaient sous peu connaître l'un de leurs derniers et plus féroces combats.
À la veille de la bataille, Hitler exhorte ses troupes. Soldats du Reich, vous allez prendre part à une importante offensive qui pourrait décider du sort de la guerre. Mais plus encore, votre victoire prouvera au monde entier que résister à la puissance de l'armée allemande est futile. D'autres messages sont lus en Allemagne. Le monde qui nous regarde devrait retenir son souffle. Nous sommes prêts à nous battre. La guerre est justifiée, l'Allemagne doit accroître son espace vital. C'est pourquoi nous sommes prêts, si besoin est, à réduire le monde en cendres. Du côté russe, la poste fonctionne toujours. Lettres provenant du foyer qui n'existe plus. De villages éliminés au lance-flammes. De mères, de pères, d'enfants, d'épouses qui vivent un cauchemar ou sont déjà morts. Dans les secteurs occupés, des parents de soldats, devenus maquisards, livrent leur propre bataille. À travers la haute vallée du Donetsk, les champs de blé qui blondissent ondulent sous une brise légère venant de l'ouest. Image de paix, ô combien illusoire. Les Soviétiques ont posé des mines tout autour de leur périmètre. Des soldats, dissimulés dans des trous creusés au milieu de ces champs de mines, attendent les panzers. Ces champs sont aménagés pour les attirer vers les canons anti-chars russes, placés de telle manière que les servants couvrent tout l'espace. Des milliers de canons russes sont pointés. Plus de 900 lance-roquettes déployées, les célèbres Katyusha, aussi appelés orgues de Staline. Le moral est au beau fixe. 2 des armées de campagne ont combattu à Stalingrad. À la fin juin, Koursk est en effervescence. 2 200 000 hommes, plus de 6 000 chars, 29 000 canons et mortiers sont prêts au combat. En attendant la confrontation générale, quelques coups de feu sont échangés par des tireurs embusqués.
Durant la nuit du 4 juillet, un déserteur allemand s'égare dans les lignes russes. Les soviétiques apprennent que les troupes allemandes ont touché du schnapps et 5 jours de ration. Leur hache est fixée au lendemain matin. Au sud, la 4e armée de Panzer, commandée par le général Hoth, a pour mission d'effectuer la percée, puis de détruire les forces encerclées à l'ouest de Koursk. Elle fait partie du groupe d'armée du général von Manstein et dispose de 7 divisions, 6 divisions blindées et une d'infanterie. Une grande faiblesse du dispositif allemand résidait dans le fait qu'il fallait engager les divisions blindées en première ligne, l'état-major n'ayant pu fournir un nombre suffisant de divisions d'infanterie. Une bataille colossale s'engage. L'important n'est pas de s'emparer du terrain, mais de tuer les hommes et de détruire leurs machines. Celui qui portera le plus grand nombre de coups à l'adversaire remportera la victoire. Avant même le lever du jour, les Allemands ont un aperçu de ce qui les attend. L'artillerie pilonne leur zone de concentration. À 14h le 5 juillet s'élance la première vague de chars allemands. En extrême pointe, des paquets de 20 chars Tigres sacrifiés foncent à travers champs pour frayer un passage à une 50aine de canons autotractés, immédiatement suivis eux-mêmes par 200, 300, 400 chars. Dès les premiers 800 mètres, de nombreux chars allemands sautent sur des mines. Les batteries russes les taillent en pièces en quelques minutes. Ce qui a sauvé les Russes à Koursk, c'est l'artillerie. Un commandant de char allemand a déclaré « Nous nous attendions à de la résistance, mais jamais je ne me suis senti aussi submergé que ce jour-là
par la force et par la supériorité numérique des Russes. Quelques chars de type Tigre et Ferdinand parviennent à s'infiltrer. Les nouveaux Panthères ont moins de chance. L'infanterie soviétique les traque de toutes parts et s'en relâche. Les Allemands n'ont jamais pu imposer leur supériorité dans les airs, car les Russes empêchaient efficacement la Luftwaffe de survoler le champ de bataille. À la fin de cette première journée de combats acharnés, le groupe d'armée du maréchal von Klug, qui attaque au nord, a perdu 25 000 hommes et 200 chars. Les blindés du général Model, qui commande la 9e armée, sont toujours enlisés dans la première ligne de défense soviétique. Or, la seconde est plus fortifiée encore. Sur le flanc sud du saillant, où attaque le 48e corps de Panzer du général von Knobelsdorff et les 3 divisions blindées SS, les combats sont encore plus féroces. Mais les troupes de choc SS, au prix de lourdes pertes, réussissent à écorner la ligne russe. Arrosés par les Katyushas, ils sont toutefois contraints de passer la nuit dans un marécage. Deuxième jour de la bataille, le soleil se lève à 4 heures, l'aurore s'accompagne d'une opération coup de poing. En l'espace de 20 minutes, les Russes détruisent 70 chars. Tout au long de cette seconde journée, les Allemands cherchent à exploiter leur succès au sud. 2 des divisions SS avancent d'environ 6 km. La bataille fait rage pendant une semaine. Les Allemands expédient des renforts. Le 11 juillet, au soir, ils pénètrent sur le front Vatutin, dans un secteur large de 24 km sur 14 de profondeur. Dans la nuit, Zhukov lance ses réserves. Les hommes de la 5e armée et du 5e corps blindé de Rotmistrov sont reposés, confiants, expérimentés et bourrés de munitions.
Les Allemands, pour leur part, rassemblent les chars qui sont encore en état de fonctionner. Avec 600 blindés, ils engagent leur dernière offensive. Le principal char de bataille russe, le T-34, affrontait des tigres et des panthères qui avaient l'avantage d'être plus lourds, mais les panthères prenaient feu facilement, le blindage de leur moteur étant relativement mince. Les T-34 étaient non seulement plus rapides et plus manœuvrables, mais aussi plus nombreux. Le 12 juillet, par une matinée torride, les masses de chars convergent l'une vers l'autre. 850 chars contre 650, le plus terrible affrontement de blindés de tous les temps. Confrontation brutale, disputée dans des nuages de poussière et de fumée noire. Le duel débute juste avant midi. Tout est terminé à la tombée de la nuit. Plus de la moitié des chars allemands sont détruits, les autres battent en retraite. Stalingrad représentait une victoire psychologique, la bataille de Koursk marquait un triomphe indéniable des armes et des stratèges russes. Elle fut aussi, pour citer le maréchal Konev, le chant du cygne des forces blindées allemandes. Le 13 juillet, Hitler ordonne à ses maréchaux d'arrêter l'opération Citadelle. Les Alliés ont débarqué 3 jours auparavant, en Sicile. Il a besoin de renforts en Italie. En réalité, l'opération Citadelle s'était annulée d'elle-même. L'opération Kutuzov, la contre-offensive soviétique, commence. Réduites en hommes et en matériel, les divisions allemandes se replient sous le harcèlement constant des soviétiques. L'armée rouge quitte le saillant et se dirige vers Orel. Après d'âpres combats, Bolkov, Kotinets sont libérés. Les fantassins allemands disposent d'un nombre bien moins grand de blindés, mais ils sont jeunes, robustes, obstinés pour la plupart, et peu d'entre eux songent à se rendre.
Les Allemands comprennent maintenant de quoi est fait le soldat russe. Comme l'a dit un général allemand, il endure les pires situations sans y prêter la moindre attention, et il semble tout aussi indifférent aux bombes et aux obus. Pour chasser sans répit, les Allemands se replient en détruisant tout sur leur passage. Ils incendient les silos, rasent les fermes, abattent le bétail, minent les champs, dynamitent les voies ferrées. L'armée rouge avance sur un sol dévasté, celui de la mère patrie. Occupée durant 2 ans par les Allemands, la région a été dépouillée de ses biens et ses habitants de leur dignité. Les survivants témoignent leur gratitude avec le peu dont ils disposent encore. Pour eux, la guerre est peut-être terminée, seuls de cruels souvenirs accompagnent la paix qui se profile. Les enfants jouent dans les cimetières de la guerre. Le 5 août avant l'aube, l'armée rouge pénètre dans Orel. L'un des premiers véhicules à entrer dans la ville est équipé d'un haut-parleur d'où s'échappe un chant d'espoir qui couvre les combats de rue. Celui du foulard bleu, qui raconte l'histoire d'un soldat parti à la guerre avec le foulard bleu de sa petite amie, un talisman.
Avant l'invasion allemande, Orel était une ville de 114 000 habitants. Quand elle est libérée, il n'en reste plus que 40 000. Des milliers d'habitants s'étaient enfuis pour rejoindre les partisans dans les forêts, d'autres par centaines étaient morts de faim, et quelques 12 000 autres avaient été fusillés ou pendus sur la place publique. 5 000 dépouilles furent dégagées de fosses communes voisines de la prison. Démunis, que pouvait-on offrir aux soldats sinon quelques instants de tranquillité avant qu'ils ne repartent? Un geste de gentillesse. L'opération Koutouzov atteint son objectif final le 23 août. Kharkov, à la pointe sud du saillant de Koursk, est prise d'assaut par les hommes du maréchal Konev. Bilan 400 000 hommes, 1500 chars, 3000 canons, plus de 2500 avions. Pertes qui ne pourront jamais être compensées. L'armée rouge a scellé le destin d'Hitler et celui de l'Allemagne dans la bataille de Koursk. Elle a broyé des machines et des hommes, mais aussi le rêve nazi de perpétuer le Reich pendant 1000 ans. Koursk a marqué le début de la fin. En Allemagne, le cauchemar n'a pas encore effleuré la population. Durant l'été 1943, les lettres continuent de parvenir du front et la bonne chère n'a pas disparu.
Koursk est le premier fait d'armes salué en grande pompe à Moscou sur ordre de Staline. Vingt salves sont tirées par 121 canons. 20 salves pour signifier que la Russie a prouvé à Koursk qu'elle était en mesure de gagner la Grande Guerre patriotique. Les récoltes seraient abondantes. Les soviétiques s'étaient montrés extrêmement prodigues en sang versé pour acheter la victoire. De l'avis du président Roosevelt, Koursk a été la bataille la plus décisive du moment, ajoutant « Nous devrions nous montrer reconnaissants envers ce pays qui peut devenir un bon voisin et un ami dévoué dans le monde à venir. »